Salut les néautonomistes. Marie et Claire nous reçoivent dans les Alpes-Maritimes pour nous présenter les jardins en terrasse de chez Marie. Ces deux acolytes passionnés du végétal animent des ateliers d'agroécologie. Elles nous partagent également leurs connaissances en phytothérapie agricole et techniques de plantation sur sol vivant. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Marie-Claire, bonjour. Merci de me recevoir ici. On est en région PACA. On est, si je ne dis pas de bêtises, dans le 06, les Alpes-Maritimes. Ouais. Parce qu'on est à moitié entre le Var et un coup on est dans le Var, Alpes-Maritimes, donc je ne me trompe pas. Merci de me recevoir. Il y a un mot que je ne connaissais pas et c'est ce qui a fait, Claire, que je t'ai contacté. Vous êtes phytothérapeute, entre autres. Est-ce que juste en quelques secondes, minutes, toutes les deux, vous pouvez vous présenter, nous expliquer si c'est votre métier à temps plein et ce que c'est, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Donc moi c'est Claire, je suis passionnée de plantes et de nature depuis toujours. Voilà, j'ai fait le lycée horticole et puis suite à ça j'étais pépiniériste et à un moment j'ai découvert un monde fantastique, c'est la phytothérapie agricole. Voilà, on l'appelle aussi le soin des plantes par les plantes. C'est plus simple, ouais. On est d'accord, c'est en fait l'art de soigner des plantes avec d'autres plantes. Alors bien sûr ça regroupe plein d'autres choses dont on va te parler, hein. Mais en gros, moi j'habite sur Antibes, c'est mon activité à temps plein dans laquelle je suis également experte en maladies phytosanitaires, donc les maladies des plantes. Je fais des protocoles de soins donc, pour apprendre à soigner toutes ces maladies avec des plantes. Et on est également toutes les deux animatrices en agroécologie. Ça c'est un mot qu'on connaît bien, qu'on entend souvent. Pour toutes les deux, ça vous prend combien de temps de former? Marie, peut-être que c'est quoi? C'est une fois par semaine, une fois par mois? En fait, c'est très variable, ça dépend des saisons. Nous, on a un cycle de formation qu'on fait ici sur créer son jardin nourricier. Et ça nous prend deux dimanches par mois. Ouais. Et puis après, en dehors de ça, on a des demandes quand même récurrentes de formation, d'ateliers. Je dirais qu'en tout, je sais pas, on a trois demandes de formation par mois. En moyenne? Ouais, c'est ça, hors période très creuse, plein été, chez nous, voilà, il fait trop chaud, et plein hiver. Justement, je vais un peu vous charrier, je suis obligé de l'enregistrer, mais chaque fois que je parle avec des personnes en région PACA, on me parle du manque d'eau et on tourne, encore une fois, c'est un reportage pluvieux, un reportage heureux. On a quelques pluies et j'ai vu, c'est vrai, ça se voit sur votre visage dès que vous entendez la pluie et ça a l'air d'être quand même une bénédiction. Est-ce que, Marie, on est chez toi, est-ce que tu peux un petit peu plus nous... Après, on va faire un tour du jardin, on va développer sur les plantes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi la vie en PACA? Faut faire du stockage comme jamais. Je sais que tu as une cuve de récupération d'eau pluviale. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails, s'il te plaît? Alors ici, oui, il pleut pas beaucoup. Ça fait la deuxième d'ailleurs sécheresse hivernale qu'on a. Donc on a moins 76% de pluviométrie cette année par rapport aux années passées. 60% du manteau neigeux en moins parce qu'on a beaucoup d'eau qui vient aussi de nos montagnes. On est les Alpes du Sud. Et cette ressource en eau, elle n'est pas négligeable, la neige qu'ils font. Donc c'est assez énorme quand même les quantités qu'on a en moins. Ma cuve, elle se remplit difficilement. Cette année, elle s'est remplie qu'une fois, alors que normalement, j'en ai vraiment tout l'hiver de l'eau. Et c'est assez compliqué, le sol est sec en profondeur. Dès qu'on creuse, c'est des fois humide en surface. Là, il a plu au mois de mai, donc c'est humide en surface, mais quand on va un peu en profondeur, c'est sec, quoi. Donc c'est assez compliqué. Et pour gérer ce manque d'eau, on a mis en place, nous, une phytoépuration. Donc on récupère toutes les eaux grises de la maison, on a mis en place des toilettes sèches pour éviter de consommer de l'eau pour la chasse d'eau. Et en fait on récupère toute cette eau au jardin et ça nous fait quand même 1 mètre cube tous les 10 jours. Donc c'est suffisant pour arroser le jardin. Dis-moi, est-ce que
tu mets en place, c'est quelque chose de commun dans la région ou vous passez encore pour des drôles ou... On passe pour des drôles, ouais. Ah ouais, encore. Ah, punaise. Alors ça me paraît évident. Mais j'ai de plus en plus de gens qui me disent « Ah ouais, t'as fait ça ?» Genre... C'est des expériences en fait, parce que tant qu'il n'y a personne qui le fait, il n'y a personne qui aura envie de le faire, et du moment qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont le faire, eh ben, ça va pousser les autres à s'y mettre, quoi. La norme sociale. Après, ce qui gêne dans une phytoépuration, là on a fait une phytoépuration d'eau grise, c'est on peut faire une phyto d'eau noire, ça veut dire qu'il englobe les toilettes. Bon, après on ne réduit pas sa consommation d'eau, on est d'accord. Ben oui, parce que puis ça doit être vachement compliqué entre les deux, entre la phytoépuration noire et phytoépuration oui, c'est pas la même gestion. Ouais. Ça doit être plus lourd. Comme, le volume des bacs est plus important. Et en fait, c'est les toilettes sèches qui font tiquer les gens. Eh oui, voilà, on en a parlé hier, mais ça c'est évident. C'est faire caca dans la paille, voilà, c'est un peu compliqué psychologiquement et on va parler de manière crue, avec son caca il reste là dans la maison, quoi, il s'en va pas. Psychologiquement, c'est compliqué pour les gens. Dur. C'est marrant, on n'assume pas nos déjections, c'est humain, c'est naturel, mais bon, ça je le connais. Hein, j'ai fait même des vidéos là-dessus, j'ai dit ton caca vaut de l'or et j'avais vu dans les commentaires, c'était pas qui. Est-ce que ça vous dit on commence à marcher, puis en même temps on continue à présenter des arbres, à présenter ceci? Marie, pendant qu'on y va, vu qu'on est parti déjà à 3, c'est quand même plus difficile, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Ben oui, parce que... on a oublié ça. Donc moi, je suis animatrice en agroécologie. J'ai été formée à Terre Humanisme, c'est l'association qu'a créée Pierre Rabhi, justement, pour transmettre les savoirs agroécologiques. Et puis, moi, par contre, c'est une reconversion professionnelle. Je ne faisais pas du tout ça avant. Donc j'ai une grosse prise de conscience autour de mes 27 ans et j'ai décidé de changer de vie, d'arrêter tout ce que je faisais. Donc je suis partie à Terre Humanisme en Ardèche. Et suite à ça, je me suis formée par des formations qui me plaisaient. Pareil, en phytothérapie agricole, c'est là où on s'est rencontrés avec Claire. Chez Eric Petiot, on a fait tout son cycle et puis beaucoup de lectures. Du maraîchage aussi, j'ai fait du maraîchage ici. Et tu fais quoi alors maintenant quand tu ne fais pas des stages avec Claire? Moi j'ai créé mon entreprise comme Claire et on fait des potagers dans les écoles, des animations. J'interviens aussi chez des particuliers. Je fais plus de la création de potagers et la création de vergers. Alors ce qui est fou, quand je suis arrivé chez toi, c'est tous ces villages perchés. Et là on voit que c'est une des premières fois que je filme un jardin en terrasse. C'est quoi les pour et les contre? Est-ce que vous pouvez un peu nous le détailler? Tu fais les pour et je fais les contre. Ouais, si tu veux. Les pour, c'est déjà qu'on peut cultiver ici. À l'époque, quand ils ont aménagé ce qu'on appelle nous ici des restanques, c'était des pentes immenses qui étaient incultivables. Donc ça nous permet de cultiver ces pentes-là. En plus, ça crée quand même une chaleur qui va permettre aux plantes de pousser plus rapidement. En hiver en plus. Ouais, en hiver, c'est ça. Et ça retient l'eau aussi, une partie. Ça évite un lessivage en fait. Oui, parce que vu que c'est en terrasse, quand il pleut au-dessus, ça arrose aussi l'autre, ça arrose en dessous. C'est comme ça que tu le... Ouais, c'est pour ça que les zones les plus fertiles sont en bas, en vrai. Et en mauvais côté c'est qu'en été, avec la chaleur, pareil, c'est des sols qui sont argilo-calcaires, caillouteux. Le fait qu'il y ait des drains, on perd aussi l'eau en été. Et puis c'est raide. Ici, c'est une maison de village avec des jardins, des vieux jardins de village. Et il faut tout porter à dos. Faut être jeune. Faut être musclé, quoi. Il n'y a pas de téléphérique ou de choses. Pas encore. Pas encore. Et donc, il y a un moment où, quand tu as un certain âge, ou même quand c'est trop lourd et qu'il fait trop chaud, tu souffres. Ah ouais, mais on travaille, en été, on travaille le matin super tôt et le soir, quoi. Ouais, c'est bien d'avoir ces retours d'expérience parce que ce n'est pas des questions qu'on se pose dans certaines régions. Mais en plus, j'imagine chez vous, par contre, les plantes, elles ne doivent pas se mettre en protection, justement, l'été, elles doivent s'arrêter rapidement de... On appelle ça l'estivation, ouais.
Ouais, bah c'est comme les arbres l'hiver qui perdent leurs feuilles. Nous ici, ça arrive qu'il y ait des arbres l'été qui perdent leurs feuilles précocement, comme les cerisiers et les amandiers, pour se protéger en fait. Elles voient bien qu'il fait trop chaud, qu'elles n'ont plus la capacité photosynthétique pour vraiment bien fonctionner, et du coup elles vont faire tomber leurs feuilles précocement. Et on appelle ça, on rentre en automne, des fois mi-août. Ouais, automne précoce. Par contre, vous devez avoir des hivers extrêmement productifs alors, par rapport à d'autres régions où... Oui, mais on a un problème de luminosité parce que la plante, elle a besoin d'un nombre d'heures diurnes, et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Ouais, tu vois. Par contre, vraiment, dès qu'on passe en février, là où le jour commence à regrandir, et ben, là, par contre, ça produit dinguement. Tout le potager d'hiver, en fait, il est vraiment productif à partir de février. Parce que tu vois, souvent, nous les sudistes, on va dire les Parisiens, ils nous placent au même endroit et je m'aperçois de la différence qu'il y a entre chez vous. Il y a des choses, je vais montrer aux personnes, les amandiers, vos amandes, elles sont énormes, il y a des choses folles. J'en profite parce que, alors le pauvre, il a la tristeza aussi, ou c'est juste une protection au cas où Non, on badigeonne tous les arbres en fait, qu'ils soient ou pas malades. Ah, parce que celui-là, il a l'air magnifique. Ouais, en fait, lui, il se porte très bien, et c'est un badigeon qui date, en fait. C'est pas un badigeon de cette année, donc... Je crois que même c'était une fin de badigeon. Ouais, de l'année dernière. Ouais. Mais clairement, en fait, en arboriculture fruitière, le badigeon, avant, c'était quelque chose de répandu. Ça s'est perdu parce que ça prend énormément de temps. Mais par contre, ça apporte énormément de choses aux arbres, quoi. Ça les protège au niveau de l'écorce, et puis ça les nourrit aussi. Argile blanche toujours? Ouais, c'est toujours pareil. Argile blanche, compost, décoction de prêle. Excellent, mais de voir des citronniers comme ça en pleine terre, c'est quoi, un 4 saisons? Ouais, un 4. Ouais. On n'a que des 4 saisons. Ok. Et ils donnent tout le temps, toute l'année. Ouais, ils ont toujours des fruits, en fait. Soit ils sont soit mûrs, soit en développement. C'est un des reportages les plus périlleux. Et en plus, ici, c'est une restante où il y a les poules. Donc les poules, elles fertilisent vachement les arbres. Et puis comme on nettoie régulièrement le poulailler, ils bénéficient de cette eau aussi. Et... elles sont en train de se reposer là. Ouais, alors je sais pas si avec le grillage on verra, elles sont... C'est le matin tôt alors. Il y en a une en bas et une... Ah, je me C'est pas des lève tôt. Je vais en profiter. Est-ce que tu peux aussi me décrire ce qui pousse en dehors des agrumes, ce qui pousse super bien, je présume, j'ai vu un olivier, et ce qui pousserait jamais chez vous, me donner un peu des exemples? Ce qui pousse bien, c'est mûrier platane, agrumes, olivier, amandier, pêcher, abricotier. Ouais, ça c'est pour les arbres, et après, bien sûr, il y a tout ce qui est plantes aromatiques qu'on n'a aucun mal à faire par chez nous. Bah là, tu vois, tu as vu la taille des sauges. Tu as vu les massifs. Alors attends, je me retourne, je suis un peu trop monsieur agrumes, moi. Là, tu vois la taille du truc comparé à nous. C'est immense, et ça c'est une seule plante. Impressionnant. Ouais. Donc là, on a des sauges qu'on utilise pour le soin des plantes. On a des lavandes, des santolines, des hélicrises. On a de la sauge blanche. Et tout ça, ça vous sert pour vos décoctions? Oui, je présume tout ça. En infusion, ça. Par exemple, l'absinthe qu'on a vu là-bas, qui était un peu couverte de pucerons, on s'en sert pour soigner les maladies cryptogamiques, donc champignons, en infusion. En infusion, ouais. Juste en infusion, pas besoin de fermenter et tout, ça suffit. Non, c'est très facile en fait à faire. Infusion diluée. Enfin, il y a quand même des subtilités quand on fait l'infusion. Ah, alors, n'hésitez pas s'il y a débat. Moi, j'adore filmer les débats. Ah non, il n'y a pas débat, on est raccord. Mais... Ah oui. Genre, tu veux expliquer comment on fait? Bah non, mais c'est tout simple. Pour faire une infusion, alors les dosages rapides, c'est on part sur 1 litre d'eau. Donc comme on a dit tout à l'heure, il faut que ce soit de l'eau de pluie ou de l'eau de source. Et ensuite, à l'intérieur, on va rajouter les plantes, donc dans l'eau froide. Soit on prend 100 g de plantes fraîches, soit on prend 25 g de plantes séchées. Okay. Et on va amener tout doucement à chauffer jusqu'à quasi ébullition, et à 95 degrés, on s'arrête, on filtre. Et là, on a notre produit. Ce que je précise, c'est qu'on met les plantes dans l'eau froide. Ouais. Et qu'on fait monter tout doux à 70 degrés. C'est pas on fait chauffer l'eau bouillante et on le verse sur les plantes. Ça brûle la plante. Ça crame tout en fait. Ah, excellent. C'est vrai que je voyais. Ouais, souvent on fait comme ça. Ouais. Et par exemple, pour l'absinthe, ça soigne quoi justement? Tu dis, c'est quelle plante, ça sert à quoi par exemple de faire une infusion d'absinthe? Antifongique. Ouais, surtout contre les champignons en fait. Ouais, quand on le mildiou par exemple? Ouais. Ouais, ça pourrait. Moins, c'est plus oïdium, c'est plus sur les arbres.
Et puis après, on va être sur un curatif doux. Tu vois, comparé à un curatif fort, c'est-à-dire que ça va traiter le problème en début d'apparition, voire en préventif. Mais si le problème il est là depuis un moment et que la plante elle est presque morte, forcément ça n'aura pas d'action, quoi. Alors c'est complexe en fait parce que chaque protocole dépend vraiment du type de plante que tu veux traiter, de la maladie que tu as à traiter, du type de sol que tu as. Donc en gros, c'est d'abord savoir pourquoi est-ce que le problème il est là. Et une fois que tu as vraiment cerné le problème, c'est-à-dire fait ton diagnostic, d'abord tu vas passer par du préventif, c'est-à-dire faire en sorte que ton sol il soit au top avec des micro-organismes, des amendements, des paillages et des extraits fermentés bien sûr. Et ensuite tu peux faire en préventif des infusions en traitement et si vraiment ça ne fonctionne pas, tu passes en curatif plus fort. Vous avez de la littérature, des conseils de lecture pour accompagner les personnes justement tellement il y a d'informations? On a un très bon livre, c'est les alternatives biologiques aux pesticides d'Éric Petiot. Et là, mais en fait, c'est une bible parce que tu as tous les protocoles et par maladie, les traitements. Selon que ça soit arbre, légumes, vignes, arboriculture. Ouais. C'est aux éditions quoi, vous savez, par hasard? De Terran. Ok, bon écoute, les bons livres, autant en parler. Ouais, il est fantastique. On est souvent dedans hein, parce qu'en fait, t'as pas tout en tête déjà. C'est comme bien le Vidal pour les docteurs. Ouais, c'est ça. Exactement. T'as pas tout en tête et puis quand t'as des doutes, tu refeuillettes, tu compares et tu compares à ce que t'as fait aussi. Et c'est bien d'avoir ça écrit. C'est bien. Puis t'as toujours plusieurs possibilités en fait de traitement. C'est jamais on va dire un traitement qui va fonctionner comme ça. Je veux dire, s'il ne marche pas, tu peux passer à un autre, puis un autre, puis un autre. Et c'est ça qui est bien, parce que du coup, tu peux adapter en fonction des plantes qui poussent chez toi aussi. Et aussi, ce qui est important, c'est de ne pas rester sur un même traitement. Par exemple, je ne vais pas m'acharner avec de l'absinthe, une infusion d'absinthe sur un mildiou, on va dire, ou un oïdium pendant un mois. C'est bien ok, je mets un peu d'absinthe, après je passe un truc. Si ça part pas un truc un peu plus fort, ou je reviens, si je vois que ça diminue, je reviens sur un autre truc en arrière, je vais essayer peut-être la tanésie. Et en fait, c'est aussi pour éviter de saturer le sol. J'ai entendu infusion, décoction, mais vous ne m'avez pas parlé d'huiles essentielles. Et je sais qu'il y a des humains, je crois que c'est l'aromathérapie, je dis peut-être une bêtise, mais il y a des humains qui soignent avec les huiles. Est-ce que les plantes, on peut les soigner avec les huiles essentielles? Ça se fait dans des cadres agricoles de tests. Voilà, en ce moment, c'est la mode sur l'orange parce qu'il y a des déchets d'agrumes énormes, on ne sait pas quoi en faire. Donc on fait des tests avec des huiles essentielles pour que ça rapporte des sous. Mais aujourd'hui, il y a des huiles essentielles qui sont très performantes qu'on peut utiliser sur les arbres parce que c'est des molécules qui sont quand même assez puissantes, qui peuvent être insecticides et même nuire aux abeilles, aux pollinisateurs. Ouais. Donc il y a différentes méthodes pour utiliser les huiles essentielles et moi celle que j'aime bien pour soigner des arbres, pour éviter de perdre un arbre, c'est d'utiliser les systèmes de perfusion. Là je vois de la laine de mouton. Bon, je présume que vous en servez, c'est efficace ou pas les... Alors la laine de mouton, on a testé ça l'année dernière parce que c'est vrai qu'on avait eu des retours plutôt encourageants en fait, en s'en servant de paillage. Voilà, mais en fait sur ce terrain-là, nous on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ça demande beaucoup de travail de gestion parce qu'une fois que la laine de mouton est en place, en fait en été ça fonctionne bien parce que ça va vraiment aider à garder l'humidité en dessous au plus près des racines. Par contre, il faudrait l'enlever tous les automnes pour faire en sorte que les premières pluies puissent réhydrater le sol. Donc c'est plus c'est pas le côté efficacité, mais le côté logistique qui vous gêne. Oui. Oui, tout à fait. En plus, ici, dans des sols comme ça, en restanque, quand il y a les premières pluies qui mouillent, si au plus près de l'arbre, on ne laisse pas l'eau pénétrer, on peut être sûr que ça va être vraiment dur pour l'arbre les mois juste après. Donc on a fait le choix au final de ne plus mettre la laine de mouton, mais de rester vraiment sur des paillages classiques végétaux, quoi, en fait, qui fonctionnent très bien. Je l'ai enlevé il y a 1 mois et demi, je l'ai mis tout l'hiver. Et quand je l'ai enlevé, le sol aux racines était d'un sec, c'était de la poussière. Parce qu'on a eu une sécheresse aussi encore cet hiver. Et en fait, on aimerait que l'arbre bénéficie aussi de toute l'humidité, de la rosée, en fait, toute cette humidité de l'air et qui retombe au sol ou cette rosée-là, l'arbre n'en bénéficie pas en fait. Et là, on est à ce stade-là où tout compte, quoi. Ouais, en vrai, il faudrait la mettre en place juste l'été, quoi, 2 mois. Mais bon, ça fait une manutention dingue, quoi, juste pour 2 mois.
Et puis s'il y a des petites pluies en été, pareil, ça arrive Ouais. qu'il y ait des orages, des micro-orages en juillet, août, et on perd le bénéfice. Et c'est là où ma première question, quand on a commencé, je vous disais, une de mes premières, est-ce que les personnes, ils ont conscience de ça, est-ce qu'ils font les phytos, est-ce qu'ils sont en toilette sèche? Là, plus on est en train de dérouler, plus évidemment ça s'avère extrêmement important. Et je trouve ça dingue que les personnes se bougent pas, parce que vous le constatez. Est-ce que vous... Alors c'est génial, parce que ça fait déjà le deuxième reportage que je fais. Est-ce que vous, quand on vous parle de réchauffement climatique, etc., après, je connais déjà la réponse, mais j'aime bien le filmer parce qu'il y a les pour, les contre, les j'ai pas constaté, j'ai constaté. Est-ce que vous pouvez me parler, je sais que Claire, tu fais des relevés. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Si vous voulez, on avance juste un chouïa et puis n'hésite pas à dérouler pendant... Ça fait 5 ans que je fais des relevés tous les jours sur les températures, minimum, maximum, l'hygrométrie et la pluviométrie, et le vent aussi. Et je me suis rendu compte vraiment en 5 ans qu'on avait basculé dans quelque chose de dramatique par rapport à la pluviométrie, parce que on est passé de 900 mm à 800, à 700, à 600, et là on est quasiment entre 600 et 400 mm à l'année, quoi. Ce qui n'est pas possible pour nos arbres. Donc nous, je trouve qu'on est touché de plein fouet en fait par pas juste le réchauffement climatique, mais le dérèglement climatique. Parce que c'est pas juste des chaleurs estivales et un manque de pluviométrie, mais c'est aussi des redoux en plein hiver, des sécheresses hivernales qui nous fragilisent particulièrement, vraiment, on va dire, sur la côte, quoi. C'est marrant parce que par rapport à mon premier reportage, il y a quoi, 60 km à vol d'oiseau, 30? Et c'est pas le même, comme quoi on perçoit peut-être pas les mêmes choses. En fait, on est dans la topographie, elle est très vallonnée, il y a des gorges, on a une plaine qui est assez sèche. Voilà, au bord de mer. Et puis on a des vallées qui commencent très tôt, très vite. Et là, dans ces vallées, dans ces gorges, on a des microclimats, on a des orages. On parlait des gorges du Loup. Là, Claude, il est au début des gorges Vésubie-Tinée. Et là, il a un peu plus de pluie. Et puis surtout, il bénéficie du lit du Var. Et en profondeur, l'eau, elle est là. Voilà. Donc si l'eau est là déjà en profondeur, là, pour te dire, l'été dernier, il a fait tellement chaud que dans cette cave qui a été construite en 1800 et quelques, pour la première fois, ça fait 5 ans que j'y suis, il a fait chaud dans la cave alors qu'elle est tout le temps à température constante. Ça veut dire que là, dans le sol, il s'est réchauffé en profondeur. Et oui, parce que ça met du temps, le temps de... Oui. Et là, j'étais un peu choquée quand je suis rentrée dans la cave. Je fais, purée, mais elle est plus à 17 degrés, quoi. Là, ça va mal. Il y a beaucoup d'arbres. J'ai vu donc il y avait le figuier que tu n'as pas planté. Tu en as planté combien sur ton terrain à peu près? Je t'avoue que je ne les ai pas comptés. Je sais pas, j'en ai planté une trentaine. En 5 ans, ça c'est cette récente que c'est les premiers arbres que j'ai plantés, où j'ai fait mes premières erreurs en choix d'arbres. Donc je suis allée dans une pépinière assez classique et je sens qu'ils, donc pas en racines nues, et ils ont un peu du mal à démarrer, quoi. Voilà. C'est en pot, tu les as achetés en pot. Ouais. Mais genre il a quel âge celui-là? Parce que je le trouve quand même assez... Je crois je l'ai planté, il devait avoir 4 ans, je l'ai planté il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ça va, je trouve qu'il a une belle... C'est un abricotier, je pense. Ouais, derrière tu as un pêcher, nectarine, là tu as un mirabelle, et puis là tu as le nouveau là qu'on a pris en racine nue du coup à une pépinière du coin qui est top, c'est la pépinière de la Bendola. Qui a pub. À Saorge. Non, mais il travaille très bien, c'est les seuls qu'on a chez nous. Tu vois. Et c'est le petit là-bas qui est beau, qui a déjà un fruit alors qu'il a 1 an et quelques, 2 ans, je sais pas. Je crois que je ne te l'ai pas demandé, je préfère l'enregistrer. Ça fait combien de mètres carrés le terrain à peu près? Ça fait 2500 mètres carrés mais à plat, quoi. Après, il faut savoir qu'il y a les restants, donc en fait la surface elle est bien démultipliée. C'est comme quand tu déplies un accordéon, tu vois. Et tu vois là les amandiers que tu filmes là devant, on les a plantés en même temps que ces arbres. Et on voit que c'est des arbres qui sont quand même plus adaptés à ce climat. Et puis ils sont dans le potager, donc je crois qu'ils mangent bien. Ouais. C'est bien, bon, on va aller les filmer. Si ça vous dit, on descend un chouïa parce que je vois là, alors je vais essayer de le filmer de là-haut déjà. Je vois la phytoépuration dont tu m'as parlé. Comment tu t'y es pris? Tu as eu de la littérature aussi sur la création de phyto? Tu as été dans des stages? Comment tu... J'ai lu, j'ai pas lu grand chose. J'ai regardé des vidéos un peu sur internet et puis je me suis dit ça va pas m'aider parce qu'il manque de détails, tu vois. Et j'ai appelé une nana qu'on m'a conseillée qui s'appelle Jenny de Gaia Luna qui est à Sospel
Et elle m'a coachée par téléphone, en vrai, elle est venue une fois. Et puis à chaque fois que j'avais des questions, elle m'appelait, elle m'envoyait des vidéos de ses phytos. Elle m'a coachée à distance avec une super énergie. Et j'ai fait tout, quasiment tout toute seule. La conception, le terrassement et les bacs. Et après, j'ai fait une formation d'1 jour. Donc plusieurs personnes ont pu en bénéficier, où on a vraiment rempli les bacs, on les a connectés entre eux. Et on l'a connecté à la cuve là-bas. Donc en fait, là, tu as les 2 premiers bacs. Et c'est des bacs de réception qui réceptionnent les eaux les plus sales. Et c'est pour ça qu'on a mis des roseaux. D'accord. Et les roseaux... Excuse-moi, quand tu dis les eaux les plus sales, c'est quoi le plus sale? C'est du savon? Ouais, on utilise un nettoyant en bio et on essaye de ne pas utiliser trop de produits, mais c'est les graisses. Il y a le bac à graisse là-haut, mais il y a toujours des graisses, des savons, tout ce qui est graisse de la peau, enfin quand on prend nos douches. Donc ça, c'est les eaux qui vont être les plus chargées en tout cas. Les plus chargées, c'est le terme. Et les roseaux, c'est ce qui nettoie le mieux. Ok. Et donc sur les 2 premiers bacs, on a la plante qui est la plus dépurative. Et après, on switch d'un bac à l'autre toutes les semaines. D'accord. Pour laisser un bac au repos. Et après, ça part sur des bacs avec d'autres plantes. Tu as 4 bacs là. Tu as des joncs, des cyrpes, des iris qui vont bientôt fleurir. Là, tu as des menthes aquatiques. Et tout ça, c'est des plantes déburatives qu'on ne met pas aussi dans les premiers bacs parce que sinon, elles grossissent trop vite, elles explosent. Et puis après, sur les 2 derniers bacs, on ne voit pas, mais c'est parce que le cresson a envahi. Et en fait, le cresson, c'est une plante bio-indicatrice, on peut dire, de bonne qualité de l'eau. Donc si elle pousse, ça veut dire que l'eau déjà, on le voit dans l'avant-dernier bac, il y a du cresson à gogo. Ça veut dire que l'eau déjà, elle est assez claire. Le cresson ne pousse pas dans les eaux qui sont sales. Excellent. Et après, derrière, on a mis des papyrus et des gingembres, parce que les papyrus, pareil, si on les met ici, ils vont être trop nourris, ils vont éclater les bacs. Donc on les met au fond. Et là, on voit, il est super beau le cresson. Donc je sais que j'ai pas de problème sur ma qualité de l'eau. Ça, c'est bon signe. Si tu le vois disparaître, là, tu commences à t'inquiéter. Petite question, les bacs, là, c'est des combien de litres? Tu le sais, tu as une petite idée? C'est 250 litres, ouais. D'accord. Et ça, c'est bien adapté à notre famille de 4, c'est même un peu surdimensionné. Et en fait, sur Internet, ils surdimensionnent, mais de manière excessive, quoi, les phytos. Il n'y a pas besoin de temps, en fait. Après, ça dépend aussi de ton régime alimentaire, des produits que tu utilises, d'hygiène. Nous, on utilise que des produits naturels au niveau hygiène. Mais question, si les personnes étaient en eau noire, donc leur toilette allait... Tu multiplies par 6 la dimension de cette installation. Ouais, bah, bien. Je sais pas si tu savais cette... Ok. Donc là, ouais, ce serait trop petit sur des eaux noires. Comme quoi, tu vois, avoir des toilettes sèches. Enfin, encore une fois, ça montre à quel point... T'économises beaucoup d'eau, ouais. Et puis tu salis pas l'eau surtout. Donc ça, c'est des regards. Ouais, ça nous permet de vérifier le niveau de l'eau et la qualité de l'eau, tu vois. Voilà. Qualité bof ou pas? Ouais, parce que celle-là, elle est fermée depuis c'est celle-là qui est ouverte. Ah, c'est celle-là, d'accord. Okay. Donc là, elle est un peu stagnante depuis une semaine en vrai. Ah, c'est celle-là qui est ouverte, d'accord. Ouais, là, elle a rien à voir. Ah ouais, alors attends, je vais lancer. Enfin, je sais pas si tu vois quelque chose. Si, on verra. Tu vois, ça c'est pratique. Ouais. Génial, d'accord. Ça montre aussi à quel point c'est un organisme vivant. Dès que tu coupes et que l'eau ne passe pas, ouais, ça stagne direct, que là, le fait que ça passe. Ben là, on voulait te parler de ce petit pommier. Il est planté depuis combien de temps, Marie? Je sais pas. Pareil qu'au-dessus. C'est la même date, il est planté il y a 3-4 ans. 3-4 ans, ouais. Et il a été attaqué lors de sa première ou deuxième année par la zézère. La zézère, c'est un papillon en fait qui va pondre sous l'écorce et la chenille se développe après à l'intérieur de l'arbre. Ça décolle l'écorce? Ça peut complètement couper la conductivité de sève et puis faire tomber l'arbre en deux en fait. Et suite à cette attaque, en fait, alors il n'est pas mort comme tu vois là. Peut-être tu peux la montrer d'ailleurs, on voit le creux de l'écorce. Ouais. Donc il y a vraiment un trou. Tu vois, regarde, je peux y mettre mon doigt, quoi. Il y a un trou... Ah oui, je peux y mettre mon doigt. Hein. Donc les arbres, ils ont une résilience qui est folle, en fait, parce que suite à ça, lui, sa réaction, ça a été, en fait, de faire partir des bourgeons de secours qui étaient de l'autre côté, en fait, parce qu'il s'est senti en danger. Et il s'est dit qu'il allait mourir. Donc il a rejeté sous l'attaque toutes ces branches que tu vois là, derrière. Alors, elles étaient forcément toutes du même côté et c'était pas hyper uniforme. Et il y a des méthodes sur lesquelles on travaille ici qui sont le basculement. Alors, le basculement,
c'est ce que tu vois ici avec les petites cordes en fait. C'est que pour pas tailler en fait, on va basculer et rediriger les branches. Alors le basculement, ça permet de faire plusieurs choses. Hein. La fructification aussi. Ça permet d'induire la fructification, tout à fait. Mais nous ici, le but de le basculer, c'est vraiment de réorienter les branches pour l'harmoniser. Parce que là, en fait, on dirait jamais quand on le voit, quand on passe, qu'il a eu un gros problème et qu'en fait, il y a un moment où il avait plus que des branches que d'un côté et il était complètement désaxé. Voilà. Parce qu'on fait aussi des formations ici sur la taille douce des arbres fruitiers. Et le basculement, c'est une méthode associée qui est vraiment bien à utiliser chez nous dans les Alpes-Maritimes, je trouve, parce que parfois tailler, c'est vraiment mettre en danger la plante, alors que basculer, si c'est bien fait, hein, c'est toujours pareil, c'est pour ça que ça nécessite une formation, ça va accompagner la plante sans forcément lui créer de plaies de taille. Zeuser. La zeuser, C'est un papillon. Je connaissais pas. Mais c'est impressionnant, je ne le voyais pas de l'autre côté. Mais suite à l'attaque, moi j'ai fait un cataplasme propolis, miel propolis. Ça aussi, on peut en parler du miel et la propolis, c'est super pour soigner. Et argile verte. Là, c'est de l'argile verte? Là, c'est l'argile blanche. Ah, blanche. Mais pour les plaies, on utilise l'argile verte. Oui, elles ont deux propriétés différentes, les argiles. Oui, tout à fait. L'argile verte, elle prend une inflammation et l'argile blanche, elle donne des oligo-éléments. Ok, c'est simple et efficace d'expliquer. Mais il faut le savoir. Si tu te trompes, c'est ballot, quoi, comme on dit. Parce que justement, ça a un effet plus... Si tu mets de l'argile verte partout, en fait, là, t'enlèves quelque chose à l'arbre. Alors qu'en fait, là, avec ce badigeon, on veut lui donner des oligo-éléments. Excellent. Et là, il n'empêche, il donne des pommes et tout, donc c'est peut... C'était inespéré. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils reprennent aussi bien. Ouais. Mais ça, je vais essayer de zoomer. Je te jure, la zeuser, c'est la première fois que je vois ça. Mais tu sais ce qu'on dirait? On dirait que ça a été mal greffé, que ça a un point de greffe comme c'est là. Non. Elle a fait des galeries, tu vois, qui allaient de là et qui descendaient comme ça, tu vois. Oui, il y avait vraiment des trous. En vrai, pour quelqu'un de lambda, je pense qu'il aurait arraché l'arbre. Non, mais vraiment, hein, parce qu'il était vraiment dans une mauvaise passe. Et c'est pour montrer qu'en fait, on peut les aider, on peut les soigner avec des méthodes naturelles et leur permettre en fait de croître et de se développer comme si c'était rien passé, quoi. Je vais un peu vous charrier. Est-ce que c'est pas comme faire du soin palliatif est-ce qu'il souffre ou est-ce que, parce que je le vois, il a l'air de se développer. Est-ce que vous pensez la moindre prochaine maladie, il va passer ou après il peut, d'après vos expériences, avoir une vie normale? Franchement, il n'a jamais été aussi beau. Il est plein de fruits. Il n'a pas l'air d'être en soins palliatifs. Hein. Ouais. Donc, non, la feuille est bien verte. Et il est bien reparti. En fait, c'est que nous, on lui a laissé aussi. Il a ouvert ses bourgeons de secours. Il les a laissés. Ouais. Et nous, on l'a accompagné en fait dans sa méthode de survie. Parce que lui, il a aussi son schéma de survie. Ouais, ici, comme c'est un terrain qui se dessèche vite, les courgettes, on les plante là derrière le compost pour qu'elles aillent se nourrir là et qu'elles bénéficient d'ombrage et d'humidité. Parce que on est obligé de faire de l'ombrage pour que les plantes, elles ne brûlent pas au soleil, quoi. Oui. Oui. Et d'ailleurs, les badigeons d'argile permettent aussi d'éviter les brûlures solaires pour les arbres. Oui, parce qu'on a déjà vu des troncs qui craquent parce que c'est les premières années en fait de la vie de l'arbre et l'écorce craque à cause du soleil d'été. Ça m'est arrivé dans le Tarn déjà, donc je comprends, ça doit être amplifié x10 chez vous. Oui. Et donc les techniques, c'est on planque derrière le compost et on fait des ombrières. Exactement. C'est ça. Excellent. Et on fait pousser des arbres aussi dans le potager, tu vois, pour faire de l'ombre. En fait, l'une des techniques les plus adaptées, bien sûr, ça va être de mixer avec des arbres, mais l'arbre, il faut un certain temps pour se développer. Donc, en attendant, on met en place des ombrières faciles, à moindre frais, et c'est surtout des choses qui sont démontables, parce que forcément, l'hiver, on les enlève. Génial. Donc là, c'est une structure qui, franchement, elle coûte 4 € le fer à béton, il y en a 4, et 15 € la canisse. Oui, ça permet de faire en sorte qu'en fait, elles ne prennent pas de coups de chaud. Parce que dès qu'une plante elle prend un coup de chaud, ensuite il faut qu'elle s'en remette et du coup le processus est super long. Et ça filtre juste le soleil comme il faut en fait. On ne cherche pas à avoir quelque chose d'opaque, juste à amoindrir le soleil dans ces heures les plus chaudes. Et alors c'est sympa parce que je te disais Marie, ouais mais il n'y a pas de prise de vent et tu me dis non, le fait que ce soit ouvert comme ça, là on le voit un peu bouger. Mais c'est souple en fait, c'est comme un arbre. Hier tu as vu, il y a eu des gros coups de vent dans la nuit. Ça n'a pas bougé. Ouais, c'est vrai. Bon, déjà, tu es aussi protégé. Le vent, il arrive où là? Il arrive plutôt en face
Je sais pas là. C'est un peu des vents tourbillonnants, vrai, donc ça, ici. Ah, vu que c'est comme une cuvette. Comme c'est une vallée en fait, vallée, les vents tourbillonnent un petit peu. Alors ça c'est plutôt le premier potager que j'ai fait moi. Donc c'est le plus ancien, c'est celui qui a été le plus amendé. Il faut savoir que c'est un terrain que j'ai récupéré, qui a été désherbé au désherbant. Donc le sol il était de très mauvaise qualité et j'amende en permanence de compost, extrait fermenté. On met aussi du basalte. C'est ça. Et après, il y en a un peu plus bas où tu vois les autres ombrages qui produit un peu plus parce qu'il est plus bas aussi et qui est plus récent qu'on a fait pour la formation. Ça veut dire que ici c'est plutôt chez nous et en bas c'est pour l'expérimentation et nos stagiaires quoi. Je tilte sur un mot, vous avez dit le basalte. Ça fait quoi? Ça apporte quoi au jardin? Le basalte, c'est une roche volcanique en fait. Et ça fait plusieurs choses. On dit qu'elle est paramagnétique. Et en fait, ça va nous permettre de faire en sorte d'appeler les micro-organismes et que tout se passe plus rapidement en fait. Ça va tenir les micro-organismes au sol et ça va activer la décomposition. Et on s'est rendu compte que par exemple, un sol comme ça qui a été traité au désherbant, si on ne passe pas par des apports comme le basalte, c'est beaucoup plus long. Voilà. Et là, en fait, on active les choses et on fait en sorte de faire un tout, en fait, un cercle vertueux qui fonctionne mieux, quoi. En fait, le basalte, ça va accueillir la vie. Déjà, les micro-organismes, ça va les maintenir plus longtemps dans le sol. Ouais. Et puis, en plus, c'est chargé en silice et en minéraux. Et donc, ça apporte ces minéraux-là aux plantes et ça aide à recréer une dynamique vivante du sol. C'est ça. Et on en a besoin de très peu, en fait. Et tu sais, les roches volcaniques, elles sont très fertiles. On en trouve à La Réunion, Puy-de-Dôme. Et c'est là où il y a l'imagrin qui est installé parce que les terres sont extrêmement fertiles. C'est juste là de la simple observation. Et alors, question bête sur le basalte, mais est-ce que ça emmagasine mieux l'eau? Est-ce qu'on a des choses dessus ou... Non, ça ne va pas mieux emmagasiner l'eau. Non. Mais ça permet en fait que tout se lie avec facilité. Et du coup, c'est l'assemblage qui va faire que la rétention d'eau sera optimum. C'est quoi on met pour 1 mètre carré? Est-ce que vous avez... 40 grammes. Une petite poignée. Ouais, non, c'est rien du tout en fait. Excellent. Mais en fait, ce basalte, plus le paillage, plus les extraits fermentés, comme la bardane, on arrive à... La bardane, l'extrait fermenté de bardane par exemple, ça permet de mieux réguler les stomates des feuilles, des plantes. Les stomates, c'est les petites bouches. C'est les petites bouches qu'il y a sous les feuilles, voilà. Et ces petites bouches, elles s'ouvrent le matin, en fait, quand il y a la photosynthèse qui commence à s'enclencher. Mais nous, ici, en période de sécheresse, si les stomates s'ouvrent trop longtemps, du coup, la plante, elle évapotranspire trop longtemps et elle va se mettre en stress hydrique, en fait. Voilà. Et l'extrait fermenté de bardane permet de réguler l'ouverture des stomates. Excellent. Donc, de pouvoir garder l'eau peut-être plus longtemps dans la plante ou... Et ce qui nous permet de moins arroser aussi, tu vois. Parce que là, comme on t'a dit, les sols ils sont tellement secs que quand tu arroses, tu as l'impression de ne pas arroser. On a une petite mare avec les poissons qu'on remplit avec l'eau de la phyto. Et en fait, ça nous permet de mesurer la qualité de l'eau aussi. Si les poissons ils sont toujours vivants, c'est que ça le fait. Punaise, c'est un peu radical quand même comme technique. Ouais, mais on a assez confiance déjà avec le cresson. Ah, il y a les poissons, je les vois, je vois que ça bouge. Ouais, t'as des petites bulles des fois. Bon, il y en a pas, ils sont petits hein, là, encore. C'est une installation qui est tout ça, c'est assez récent. Et... Ça s'évapore pas rapidement l'eau ici? Bah là, tu vois, dès que je vois que ça baisse un peu, bon, j'ai pas fini, j'aimerais avoir un truc qui vient régulièrement remplir l'eau, mais là on a la cuve qui est juste au-dessus. Et puis on a le tuyau. Avec le tuyau pour la praticité de remplissage. Et puis là on le tire et puis ça nous permet d'arroser. Quand la cuve est vide, on passe sur la phyto et... Ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir trop de pompes pour la pression, parce que là, avec le dénivelé, vous avez déjà... L'avantage des restanques. C'est ça. Un autre avantage. Ouais. Mais parce que je reprends un peu le schéma de la maison, de ce que j'ai vu. Hier, vous me disiez que donc il y a 10 mètres cubes de récupération d'eau pluviale. Donc là, le toit collecte. Vous avez comme une réserve pour pouvoir faire un tampon. Et après, tu te sers de ça pour pouvoir sauvegarder, on va dire, l'été, je pense, le jardin. C'est comme et ça. Et puis la phyto qui se remplit à 1 mètre cube tous les 10 jours, c'est quand même, au niveau jardin, ça va, on arrive à tourner. C'est la sécurité pour l'été, en fait, parce que s'il n'y a plus d'eau dans la cuve d'eau de pluie parce qu'il n'a pas plu, et la sécurité, c'est d'avoir la phyto.
Et puis on a des cuves de stockage qu'on n'a pas encore mis en fonction, mais là il faut que je fasse les raccords, les trop-pleins qui permettent d'avoir 3 mètres cubes du coup de stockage. Donc en hiver on va stocker le max, et puis c'est de l'eau que normalement ça sera les 3 mètres cubes seront toujours pleins en été. Voilà, sur des restanques pour arroser plus facilement les arbres et les plantations, quoi. Ça me fait penser, vous avez déjà vu des airships, vous savez les maisons en pneus, je ne sais pas si ça vous dit enterré. Oui. Et en fait, ils se servent énormément des eaux de douche et tout, pareil, pour alimenter les serres. Parce qu'il y a des serres en fait, oui. Vous savez, il y a des vitres devant. Et en fait, leur maison, ils appellent ça une maison vivante parce que leurs utilisations redonnent de la vie après plus loin. Et c'est ce que j'ai l'impression de retrouver ici dans ton système. Alors c'est bien d'avoir parlé de pouvoir soigner les plantes avec les plantes, c'est un petit peu pour ça que je suis ici les filles. Et je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez me le présenter un peu plus en détail? Et est-ce que c'est long déjà niveau préparation? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place ou c'est quelque chose de simple à faire? Alors, ça dépend des préparations qu'on fait et il y a vraiment plein de préparations différentes qu'on peut faire. Donc là, on va parler de l'extrait fermenté parce que c'est vraiment une des préparations de base. Donc d'abord, on va t'expliquer un petit peu ce que c'est un extrait fermenté. On entend souvent parler de purin et en fait, on va dire que l'extrait fermenté, c'est le nouveau purin. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'un purin, c'est très oxydé et quand on part vers l'oxydation, pour faire simple, on part un peu vers la maladie. Et quand on fait un extrait fermenté, en fait, on est en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Et du coup, en fait, on a juste les oligo-éléments et les micro-organismes à l'intérieur. Et c'est pas du tout compliqué à faire. Tu nous expliques? Ouais, en fait, ça prend un peu de temps quand même. La fermentation prend, selon la température extérieure, de 7 jours à les 15 jours. Et en fait, il y a quand même des subtilités qui font qu'il faut être organisé et il faut préparer les choses en amont. Déjà, quand on cueille, par exemple, ça c'est un extrait fermenté d'ortie, quand on cueille les orties, et on a 3 heures entre le moment où on les cueille et le passage en fermentation. Sinon, ça s'oxyde entre-temps. Ça s'oxyde et on perd les photons qu'il y a dans la plante. Et en fait, dans cette préparation, on veut garder aussi... la vitalité du produit, en fait. Voilà. C'est comme tes légumes dans ton frigo, il reste 3 jours, après, ils ont perdu énormément de vitalité, de vitamines. C'est pareil pour les plantes. Et en plus, quand tu as des plantes fines comme l'ortie, ça sera moins le cas pour des plantes un peu plus épaisses comme la prêle. Elles s'oxydent assez vite, elles noircissent. En fait, du coup, on cueille les orties. Maximum 3 heures après, on les met dans de l'eau et c'est l'eau qu'on va dynamiser. Donc c'est bien d'avoir préparé sa dynamisation, c'est-à-dire qu'on va faire un vortex qu'on va casser et on va faire ça plusieurs fois. Il faut aussi de l'eau, soit de l'eau de pluie, soit de l'eau de source. Et si on n'a pas le choix, qu'on a l'eau du robinet, il faudra dynamiser vraiment plus longtemps, plus de 10 minutes. Ouais, et si possible, laisser déchlorer, c'est-à-dire laisser l'eau au moins minimum 12 heures la cuve ouverte pour que le chlore s'en aille en fait. Ça c'est vraiment important. Si on a de l'eau du robinet. Si c'est l'eau du robinet, ouais. Parce que malheureusement, nous ici sur la Côte d'Azur, comme il pleut pas énormément, si on veut faire un extrait fermenté un peu plus avancé dans la saison, vers juin-juillet, parfois on n'a plus d'eau de pluie. Et du coup, si on n'a que l'eau du robinet, il faut absolument laisser déchlorer, c'est obligatoire. Je voulais juste rajouter un truc, c'est qu'on a un pH-mètre, un redox-mètre qui sont des sondes qu'on a là, qui nous permettent de mesurer le redox de l'eau. Et quand on parle d'oxydation, voilà, je te montre. Quand on parle d'oxydation, on ne veut pas un liquide oxydé, parce que l'oxydation amène du parasitisme et des maladies de surface. En fait, l'eau du robinet, elle est suroxydée. Ouais. Elle est à plus 500 millivolts, alors que pour nous, ce qui serait bien pour nous à boire ou la plante à boire, c'est plus 100 millivolts. Donc c'est pour ça que la dynamisation, elle va réoxygéner l'air, tu vas faire réentrer des électrons dans ta préparation. En fait, suroxydation, c'est perte d'électrons, et là, c'est gain d'électrons, et on fait baisser le voltage comme ça. Juste en dynamisant. Juste en dynamisant. Okay. Souvent, quand je parle de dynamisation de l'eau, vortex et tout, je me prends un flot de contradicteurs, de ceci, de cela.
Est-ce que vous pouvez, vous, avec votre expérience et vos mots, nous expliquer pourquoi c'est efficace et surtout pourquoi ça pourrait choquer des personnes? Je veux dire, scientifiquement, il y a eu des tests, il y a eu quelque chose ou est-ce que vous pouvez un peu le développer? Alors, je préviens les gens, mais les personnes le savent, on ne prépare jamais les interviews. Vous attendez pas à ça, mais je vous cache pas que j'ai déjà présenté des systèmes de filtration d'eau avec des vortex, des dynamiseurs, tout ça. Moi, je suis juste là en tant que reporter pour reporter les savoirs et les expériences des personnes. J'ai pas d'avis dessus. Et justement, j'aimerais savoir pourquoi j'en entends très régulièrement parler de tout ça. N'hésitez pas à plus développer et expliquer pourquoi on met ça en place. Ouais, on peut développer en fait par rapport à nos connaissances à nous et par rapport aux tests qu'on en a fait. C'est que a priori le mouvement du vortex c'est le mouvement naturel de l'eau dans la nature. Dans les rivières. Et c'est ce qui fait que l'eau n'est pas stagnante en fait. À partir du moment où l'eau devient stagnante, elle n'a plus ce caractère de vitalisation, c'est-à-dire qu'elle hydrate moins bien un corps ou une plante. Elle est déstructurée. Une eau stagnante, c'est une eau qui n'a plus. C'est-à-dire que la molécule H2O se comporte différemment en eau stagnante et en eau vitalisée. Pour donner, pour qu'on ait une image en fait de ce qui peut se passer en eau stagnante, c'est que la molécule H2O, les deux brins H en eau stagnante, c'est comme si on avait les deux brins H qui étaient repliés et qui pouvaient pas qui pouvaient rien prendre en fait et rien transporter. Et quand on arrive en vitalisation de l'eau vivante, les deux brins H, c'est comme s'ils s'ouvraient en fait, et là on peut avoir un transport d'une molécule et une meilleure hydratation. Voilà, ça c'est ce que moi j'en sais. Écoute, ça m'a l'air assez scientifique, donc j'invite les personnes en commentaire à soit infirmer, soit confirmer. Mais, après, merci. Ce pH redox, le référentiel, on se base sur un référentiel qui est le référentiel de Vincent. Et en fait, c'est un peu les travaux de Petiot adaptés à comment il a adapté le référentiel de Vincent à la... Précise peut-être, c'est la bioélectronique Vincent. Bioélectronique Vincent, oui, excuse-moi. Non mais c'est bien d'avoir tous ces... Comme ça, les personnes peuvent aller faire leurs recherches. Donc, mais il y a des études qui ont été faites là-dessus. En fait, il a travaillé sur l'eau, mais l'eau des réseaux. Et milieu de siècle. Et en fait, ce qu'il a découvert, c'est que selon le pH et le niveau de redox, ça entraînait des maladies ou pas chez les humains. Par exemple, une eau suroxydée alcaline, ça va engendrer des maladies type cancer, voilà. Ça, j'ai déjà entendu qu'un corps trop acide ou à l'inverse... Ouais. Trop réduit, c'est la mort, quoi. On va vers la mort. Du moment qu'on est dans le déséquilibre, en fait, on part forcément soit vers la mort, soit vers la maladie. Donc, il faut trouver un équilibre de corps, en fait. Et forcément, en fait, l'eau, c'est ce qu'on consomme le plus. Donc, s'il y a quelque chose qui peut nous déséquilibrer, qui est mauvais pour nous, une mauvaise eau peut forcément complètement déséquilibrer notre corps, comme elle peut complètement déséquilibrer une plante. Mais en fait, moi comme je le vois, je crois que le pH neutre, c'est 7, si je dis pas de bêtises. 6,5. Tu as une tranche, en fait. C'est entre 6,5 et 7,5. Ouais. Ouais, donc il y a quand même, c'est pas 7 précisément, on a quand même une petite amplitude. T'as une fourchette, ouais. Comme le corps humain, comme les plantes, on a des fourchettes de normalité, quoi. Ouais. Oui, puis on sait très bien, même dans la vie de tous les jours, qu'être dans des extrêmes, il y a un déséquilibre, donc ces fameux déséquilibres dont vous parlez. Donc, Après, ça dépend quelles plantes. Il y a des plantes qui aiment des pH acides, des plantes qui aiment des pH alcalins. Et c'est leur milieu. Mais c'est sûr que quand on va vers l'acide, on a moins de familles de micro-organismes que quand on va trop vers l'alcalin. Vous avez des exemples de plantes qui ont besoin de beaucoup d'acidité ou Tourbe, plantes de tourbière, qui ont des pH de 3, en fait. Tous les myrtacées aussi, myrtilles... Oui, là on est plus sur 4, 5, mais tout ça aussi c'est pH acide. Ok, non mais c'est bien aussi pour que les personnes puissent chercher. Je vous laisse dérouler, hein. Désolé les filles, je vous ai coupé plusieurs fois, n'hésitez pas. En fait, on peut revenir sur la bioélectronique Vincent. Donc il explique sur ce référentiel, c'est un référentiel en croix, on pourra te passer un document là-dessus. Et en fait, selon où tu te resitues dans ce référentiel, selon que c'est acide, alcalin, trop suroxydé ou réduit, tu as des types de maladies de bois, maladies de surface. Et c'est comme ça en fait que nous, en pratiquant et en faisant des analyses de sol,
on peut savoir avec précision d'où vient la maladie. Et pour la traiter, en fait, il va falloir la passer dans l'autre côté du tableau, donc vers où on doit aller pour retrouver l'équilibre. Voilà, retrouver l'équilibre. Et parfois, on se rend compte que quand on a un même problème, il ne faut pas forcément aller dans le même sens parce que quand on prend les valeurs pH redox, le déséquilibre, en fait, il ne vient pas forcément du pH ou du redox, quoi. Ça peut être complètement inversé. Et du coup, pour régler le problème, on est obligé de passer par des protocoles qui sont différents. Quand tu dis redox, il y a oxyde sûrement dedans ou oxydation? Oxydation ou réduction. Ah, réduction, ouais. Oxydation. D'accord, c'est en le plus fait, et le moins, quoi. Ça s'appelle la croix redox, d'accord? C'est un tableau en croix. Sur l'horizontale, tu as le pH. Et sur la verticale, tu as le redox. Et normalement, le pH ne fonctionne jamais sans le redox. Mais pourtant, on l'a toujours vendu seul, quoi. Il y a très peu de gens qui connaissent le redox. Mais par contre, on s'en sert, tu vois, pour mesurer le redox. Alors déjà, avoir une eau pas suroxydée pour faire ton... Parce que si tu fais ton extrait fermenté avec une eau suroxydée, tu auras un extrait fermenté suroxydé. Et si tu donnes à boire quelque chose de suroxydé à ta plante, elle va être en suroxydation. Et qui dit suroxydation, c'est comme nous, quand on est stressé, quand on boit trop de café, quand on fait trop de sport, quand on est comme ça et qu'on est en perte d'électrons, on est en déséquilibre, on va vers la maladie. Voilà. Et les plantes fonctionnent de la même manière au niveau cellulaire que le corps humain. Ok. Voilà. Parce qu'on est constitué d'eau, je présume, comme les plantes. Ouais, on a le même fonctionnement cellulaire, quoi. Ah, ça c'est génial, ce rapport-là. J'avais jamais fait le rapprochement, mais oui, ça me paraît normal. On a besoin de les arroser, elles ont besoin d'eau pour pouvoir les absorber. Ah bah, elles se déplacent pas. Et donc, si elles ont ces maladies, vous avez parlé, on va vers la maladie. C'est quoi le genre de maladie qu'on peut rencontrer? C'est problèmes d'absorption des nutriments? C'est quoi en fait les maladies qu'on rencontre après? Alors, il y a divers types de maladies. Ce que tu me parles, ce problème d'absorption des nutriments, on serait plutôt sur des choses comme des carences ou des stress. Voilà, qui n'ont en fait rien à voir avec la maladie, mais qui sont souvent le point de départ du déséquilibre, qui fait qu'ensuite la plante est plus sujette à subir une attaque, que ce soit d'un champignon ou d'un insecte. Voilà. D'accord, donc plus on est à l'équilibre, plus on peut accueillir... Je vous reprends parce que c'est vrai que c'est quelque chose de complexe pour moi, donc j'essaye de parler un peu comme je pense aux élèves au début quand on commence. Plus on va vers l'équilibre, plus on peut résister aux maladies, je pense comme n'importe quel humain. Ouais, tout à fait. En fait, au plus on est à l'équilibre et au plus on a un système immunitaire qui est fort. Donc pour la plante, un système immunitaire qui est fort, ça veut dire un sol au top avec le plus possible de levures, de bactéries, de micro-organismes qui vont faire en sorte que la plante, elle a la capacité à prendre tout ce qu'il lui faut dans le sol. Et après, quand tu parles de maladie, selon que tu es oxydé alcalin, oxydé acide, réduit acide, tu vas avoir plutôt des typologies de maladies, comme quand tu es alcalin oxydé, tu vas être sur des maladies de surface, type mildiou, oïdium. Après, si tu es alcalin acide oxydé, tu vas être sur des maladies du bois. Et voilà, tu as des maladies qui se calent qui sont types, en fait, suivant dans quel espace du tableau tu es. Je vois, mildiou, tout ça, c'est champignons, mais maladie du bois, c'est que leur tronc se... champignons lignivores, tu sais, quand ça fait des plateaux. Ou alors les insectes du bois aussi, sont considérés comme des maladies du bois. C'est-à-dire les insectes qui pondent dans le tronc. Nous, ici, on a beaucoup de scolites. Et c'est considéré comme une maladie du bois. Ok, ça commence un peu à s'éclaircir niveau information. Et alors, une fois donc, que vous avez mis une eau avec un pH le plus neutre possible, je présume, une fois que vous avez laissé évaporer le chlore, une fois que vous avez coupé une plante en moins de 3 heures et que vous l'avez... Est-ce qu'il faut la hacher? Est-ce qu'il faut la... Comment vous préparez On peut la hacher. Enfin, moi, je préfère, c'est plus simple pour l'enfoncer et la tasser dans la cuve. Et ensuite, on laisse la fermentation. Là, on a le petit robinet. Donc, en fait, on va checker régulièrement si la mousse, la couleur, l'odeur. On ne va pas goûter, mais il y en a qui goûtent. Et selon les perceptions qu'on a, si on n'a pas de matériel pH-mètre, redox, conductivimètre, et on sait à peu près quand la fermentation est prête et ça ressemble un peu à une bière en vrai. C'est le même type de fermentation. Donc couleur claire. Couleur claire, transparente, pas une odeur de purin dégueulasse qu'on a pince à linge. Et puis la légère mousse très fine qui mais qui disparaît disparaît rapidement, c'est ça.
Et là, on a un liquide qu'on met en bidon rapidement à l'abri de la lumière, qui peut se conserver quand même un an. Et au frais, c'est-à-dire au frais, c'est un an. Un an, ouais. Au frais, pas plus de 20 degrés, quoi. Et à chaque fois qu'on l'utilise, on chasse l'air du bidon pour éviter l'oxydation, bien sûr. Et je présume, par contre, pour les purins, je sais qu'il ne faut pas mettre du purin comme ça directement. C'est quoi, un dixième? Ouais, c'est ça, tout à fait. Possible. 1 litre d'extrait fermenté pour 10 litres d'eau. Ça va entre 5% et 10% selon l'utilisation. Oui, ça dépend si tu traites sur le feuillage ou au sol. Voilà. Aussi, d'accord. Il y a toujours des subtilités. En fait, la phytothérapie agricole, c'est quelque chose d'assez complexe en soi. Quand on forme les gens à ça, on part sur les bases, sur quelques plantes. Et après, on les invite à se documenter, à faire des essais eux aussi, parce que les plantes qui poussent, nous ici, ce ne sont pas forcément les plantes qui vont pousser chez eux. Et peut-être qu'ils vont préparer un autre extrait fermenté. Le but, en fait, c'est qu'ils travaillent vraiment avec les plantes locales. Voilà. C'est excellent. Et vos clients, je ne sais pas si tu le fais aussi de ton côté. Ouais. Je sais que Claire, tu le faisais un petit peu plus, mais vos clients, est-ce que vous êtes connecté avec des agriculteurs? Comment ça fonctionne? Alors, les agriculteurs, c'est un peu plus compliqué parce que quand ils sont dans une dynamique déjà de conventionnel, en fait, pour les faire passer au naturel, il y a une phase qui est très compliquée au niveau rendement. Et du coup, forcément, s'ils ne peuvent pas faire leur rendement habituel, ils ont moins d'argent et... Le productivisme fait que, en fait, c'est soit on démarre tout de suite de cette façon-là, et moi je m'occupe d'une agricultrice qui est vers Perpignan et qui a démarré son activité de cette façon-là, c'est-à-dire en faisant tout exactement comme il faut par rapport à la nature. Elle met des extraits fermentés, elle fait des infusions, des décoctions, et en fait ça se passe très bien parce qu'elle a démarré comme ça. Mais passer un système conventionnel en système phytothérapie agricole, ça demande 3, 4, 5 ans d'acclimatation, et pendant ce laps de temps-là, on n'est pas sûr d'avoir un rendement... c'est un peu peut-être pour ça qu'on n'est pas bio du jour au lendemain. Je crois que c'est 3 ans ou quelque chose comme ça. Je pense que ça doit être le même... ça doit être ce laps de temps, ça doit être pour que ça se lessive ou je sais pas comment. Mais il y a autre chose, il faut changer ses habitudes. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Parce que déjà, nous, on n'a pas beaucoup d'agriculteurs, ils sont à fond. C'est surtout des maraîchers, on a quelques éleveurs. Et le métier de maraîchage, c'est un métier qui est intense, où tu t'arrêtes jamais. Et puis quand on leur dit, attends, tu vas revoir toute ta méthode et puis on va reprendre de zéro, alors qu'il a construit depuis des années un truc bien carré qui roule, où il s'en sort à peu près, et ils n'ont pas trop envie en vrai. Et par exemple, c'est compliqué. Les gens qu'on voit le plus, par exemple, en formation d'Éric Petiot, c'est des vignerons. Oui. Parce qu'au niveau temporalité, ils ont toujours des moments un peu de pause. Et on a des céréaliers et plus des vignerons qui s'intéressent à ce type. Et puis, à mon sens, c'est aussi parce que la vigne, c'est une seule et même plante. Donc en fait, le protocole, ce sera le même tous les ans. Ils n'auront pas à déroger. Alors qu'en maraîchage, en fait, ils n'ont pas une plante. En fait, ils en ont des dizaines de différentes. Et les protocoles, du coup, potentiellement, sont différents. Donc ça fait un travail, une gestion, en fait, qui est assez folle. C'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes périodes de floraison, c'est pas les mêmes périodes de croissance. Par exemple, l'ortie, c'est pour la croissance de la plante. C'est au début du printemps, quand la plante est en train de croître. Après, quand elle fleurit et qu'elle fructifie, on va passer sur la consoude, parce que c'est une dominante potassium-phosphore. Là, c'est dominante azote. Et après, quand on a des stress hydriques, on va passer plutôt sur la bardane. Et en fait, tu as une évolution comme ça, et quand t'es gentil pour 10 variétés pour un maraîcher, c'est en général... des dizaines, c'est, Ah oui. Et les personnes en veulent toujours plus, veulent qu'on leur propose plein de choses. Et c'est compliqué de gérer les fermentations pour un maraîcher, et voilà. Ce qui est très drôle, c'est que tu dis on commence par l'azote pour la croissance, par l'ortie, pardon, pour l'azote pour la croissance. Comme par hasard, c'est une des premières plantes qui arrive, elle est quand même bien faite, la nature. Exactement. Et je pense que quand on observe, la consoude, elle arrive un petit peu après. Moi, j'en mets, là, elle est en train d'exploser, la consoude, mais l'ortie est déjà sortie chez nous depuis déjà 1 mois ou 2. Donc, de toute façon, une fois que tu fais tes extraits, tu peux les conserver jusqu'à 1 an en fait. Donc le but, c'est de les faire quand la plante est là et d'avoir tes produits sur l'année. Ça marche pour la prêle, parce que la prêle, tu l'as pas au moment où tu en as besoin. Oui, c'est vrai. Tu t'en sers surtout en février. Et en février, elle n'est pas sortie encore. Pour de la prévention sur les maladies cryptogamiques, et elle n'est pas sortie. Donc si tu l'as pas ramassée, c'est pour ça que tu disais ça prend du temps. En fait, c'est de l'anticipation.
Ouais, faut vraiment. savoir quand les plantes sortent, comment tu peux les conserver, quand tu cueilles quoi, et puis t'apprends, tu te fais avoir. Après, pour moi, en fait, Un an, et puis le t'apprends. premier pas, c'est pas forcément de produire soi-même ces extraits fermentés, parce qu'il y a des gens qui le font, dont c'est le métier, qui ont les appareils pour les tester et tout ça. Mais c'est d'abord peut-être de s'en servir, de prendre plaisir à voir que ça fonctionne, et ensuite, du coup, d'apprendre à les faire soi-même. Donc là, on va parler de... Compost de toilette sèche, le compost. Le compost. Ouais. Donc là, on a un bac où on met les seaux actuels de toilette sèche, et puis là, c'est un bac de maturation. Et c'est intéressant de voir, voilà, déjà les plantes qui poussent Spontanément, qui poussent spontanément déjà dans le compost. C'est quoi comme genre de plante, vous savez ou... C'est de la La fumeterre. fumeterre, ouais, ça veut Et dire ça, que le c'est sol est très riche. C'est une plante bioindicatrice. Et ça, c'est de l'avoine. Et ça, c'est du mouron des oiseaux. Ouais. Et un pied de tomate. Un pied de tomate. Ça, tu c'est vois. énorme. Ça, on en Excellent. retrouve souvent. Et en fait, quand on creuse là déjà, on voit que la qualité, elle est quand même assez sympa déjà. Il a combien de temps celui-là, Marie? Il a un an, Il a un an et demi ouais. Normalement, c'est à peu près 2 ans de compostage de maturation. pour Ouais. pouvoir s'en resservir. Sinon, ça brûle trop ou c'est surtout aussi pour... ça a bien décomposé les molécules? Ouais, c'est plutôt ça, ouais. C'est pour les pathogènes. Ouais. Et ce qu'on fait pour avoir un bon compost de qualité, c'est qu'on met de l'extrait fermenté de consoude, qui est un activeur de compost, qui accélère La décomposition. la décomposition et puis qui améliore grandement la qualité du compost. Voilà. C'est ça. Donc régulièrement, je mets des seaux d'extrait fermenté de consoude et ça aide bien, quoi. Et en fait, ce que je pense qu'il est important de noter, c'est que malgré le fait que tu as ça chez toi depuis combien de temps maintenant ça Depuis octobre, Depuis octobre, quoi. En vrai, les bacs, ils sont pas si pleins que ça, quoi. Donc il faut pas une surface de dingue pour stocker. des composts de toilettes sèches. Ça, Ouais. par exemple, vous amenez vos toilettes sèches ici? Ouais. Donc, vous êtes en train, je présume, d'utiliser celui Celui-là, devant, pendant que l'autre, il Immature. Et vous êtes 4 à la maison? 4 plus les invités. stagiaires. Ouais, tous les stagiaires Ah. ouais, qui viennent. Ça représente pas énormément à gérer, je trouve. Non, c'est Non. pas énorme. Hein. Parce que de toute façon, ça se réduit automatiquement. Ouais, non, c'est bien de parler de ça. Et alors après, une fois que vous avez ça, comment vous le déposez? Comment vous le diluez? Vous l'utilisez de quelle manière? Parce que c'est bien beau de le produire, c'est bien beau de le stocker, et après, on en fait quoi? Je ne suis jamais servi encore. Ah, Il est c'est là. vrai, à ce point-là? Ouais. Bah, ça fait des toilettes sèches, on les a depuis. Pour la formation, ça fait plusieurs années, mais ça n'a jamais rempli. Là, c'est la première fois que j'ai un vrai bac complet plein, où je peux ouais. faire maturer. Ah, c'est dingue. Et depuis octobre, il y a notre famille, quoi. Donc ça a vraiment augmenté en volume. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trop réfléchi à la question, mais ça sera sûrement sur les arbustes. Voilà, disons qu'on ne le met pas au potager parce qu'il y a quoi? On a toujours peur d'un risque de pathogène. Puis c'est pas un super compost en vrai, non? Ouais, bah c'est très carboné. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça va plutôt être quelque chose qui va utiliser pour les haies, les arbres. Et tu vois, ce que je trouve dingue et fou, c'est qu'il y a des personnes qui ont peur, entre autres, d'utiliser les toilettes sèches pour cette soi-disant grosse gestion de nos excréments et de... Il y a un petit secret quand même. Pour que ton compost il soit vraiment de bonne qualité, donc il y a l'extrait fermenté de consoude, mais à chaque fois que j'amène un seau, j'amène du verre parce que c'est très carboné. Et comme un compost, il doit être toujours équilibré carbone-azote, et ben j'ai mis un seau de copeaux avec la matière fécale qui est quand même azotée. Et je fauche l'herbe et je remplis d'herbe. Et ça crée un bon équilibre et une bonne décomposition de la matière, parce que si dans les feuilles fraîches, tu as des micro-organismes qui vont venir aussi nourrir ce compost, quoi. Excellent. C'est vrai que j'en parle régulièrement, mais j'adore avoir chaque retour d'expérience. Et c'est quoi, ça fait, ça fait 70 cm, 80 cm Ça, c'est 1 mètre cube. Ah, c'est 1 mètre cube, bah voilà, Ouais. encore plus simple. Bah, ouais. C'est les caisses à pommes, c'est pratique. Ouais, excellent, et ça a l'air de bien tenir. Tu mets, je vois, une espèce une bâche, de bâche. Ça, c'est parce que il faut une bâche étanche, c'est la loi. C'est encore, là on est encore chez vous en bas? On est jusqu'au chêne en bas. Ah oui. Il y a une zone sauvage, il y a la partie noisetier sauvage et une zone qu'on laisse en fleurs, une prairie. Puis il y a encore un potager juste en dessous avec des ombrages en bois. Il y a un petit potager de vivaces, une tour aromatique. Ouais, tu mets des vivaces parce que c'est pas le genre d'endroit où tu vas tous les jours. Ouais. Je pense pas que tu ailles jusqu'en bas. Ouais, j'ai planté des petits pois là, donc j'y vais parce que j'adore ça. Mais C'est marrant parce que
Tu vois, cette réflexion qu'il doit y avoir sur le design, on en parlait un peu plus haut, c'est le cas de le dire, cette réflexion que tu dois avoir. C'est les restantes les plus loin de la maison qui sont le plus fertiles pour faire un potager. Donc on a pris le parti de faire le potager au milieu, mais en vrai, il faudrait le faire tout en bas. Mieux en bas. Le voisin à côté, il a un cheminement qui est beaucoup plus large que le nôtre. Il y a eu des aménagements différents et puis il a un accès pelleteuse en fait. Donc il a fait des aménagements facilement. Et il a une chaîne à chenilles, Et puis tous les maraîchers ici, tous les agriculteurs, ils ont des chaînes à chenilles. Là, on n'en est pas encore. Tu vois, la cuve qui est là, c'est pour arroser les agrumes, mais elle n'est pas encore en fonction. Si tu veux, le système, il est depuis octobre, donc on a fait les trucs. Là, c'est plus arrosé avec l'eau de la cuve, et puis on voit qu'il commence à repartir vert. Donc c'est un bon espoir, parce qu'à la fin de l'été dernier, j'ai cru que j'allais vraiment les perdre, quoi. Donc là, j'ai fait des gros amendements. Je les arrose régulièrement. J'en prends vraiment, je les bichonne en ce moment. Et je vois, tu laisses quand même bien pousser, on voit le sol quand même, tu essayes de laisser pousser l'herbe pour justement peut-être protéger. Ouais, je les ai paillés là, mais Claire, on dira plus sur les agrumes. Ils n'aiment pas la concurrence quand même au pied. Au pied même, ils ne supportent pas la concurrence racinaire, surtout la concurrence des graminées. Parce que la graminée, dès qu'il y a un peu d'eau qui arrive, elle est prête, quoi. Donc surtout vraiment au pied des agrumes, on n'est pas censé laisser l'herbe pousser. Mais vraiment plutôt avoir un paillage. Après, oui, autour, il n'y a pas de souci, on peut laisser l'herbe. Et c'est même mieux parce que du coup, ça régule la température l'été quand il fait chaud, quoi. On a fauché haut, quoi. Oui, c'est pas fauché bas. J'adore tout ça. Et d'ailleurs, Marie fauche tout son terrain à la faux. Non. Ah ouais? Ah si, bien sûr. Ouais. On en a parlé récemment, c'est pour ça que peut-être que vous me dites ça. Ah ouais. Pour quelle raison la tondeuse, ce serait peut-être pas pratique ou Moi, j'aime pas les outils mécaniques, j'aime pas le bruit, j'aime pas le poids. Et la faux, le mouvement, il est très agréable et ça me détend. Ouais, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je pensais qu'il fallait être plus sur les bras et plus bourriné. Autre chose ici, quand tu passes le rotofil, parce qu'il y a beaucoup de cailloux, donc on n'a pas des broussailleuses à lame, le rotofil, tu tapes tout le temps sur un caillou, tu es obligé de le changer tout le temps et en fait, tu t'arraches tes cheveux, tu es là, tu perds plus de temps à changer ton fil qu'à tondre en fait. Et du coup, l'outil manuel, en fait, dans ces espaces-là, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Il est nécessaire. Même pour les zones, tu vois, quand je fauche ces zones-là qui sont en pente, à la faux, c'est hyper facile. À la débroussailleuse, c'est galère. C'est dangereux même. Ouais. Vous avez quelques extraits, quelques plantes que vous vouliez me montrer? Ouais, là, on a des extraits séchés. Après, on a quasiment toutes les plantes médicinales dans le jardin. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas fait trop le tour. Peut-être que Claire, tu peux présenter en fait, déjà, pourquoi on les a enséchés? Parce que c'est important en fait pour pouvoir en avoir toute l'année. Il y a des moments en fait de l'année où on va pas avoir la plante au moment de récolte optimum et du coup on l'aura cueillie avant pour pouvoir s'en servir. Donc ça, c'est les plantes en fait dont on va se servir le plus souvent. Donc par exemple, tu vois là tu as la prêle. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la prêle, on la récolte à cette période de l'année, c'est-à-dire vers mai-juin. Comme ça, on l'a pour les traitements de début du printemps. Et elle, on la prépare en décoction. Décoction? Alors la décoction, c'est comme l'infusion, c'est-à-dire le même début, sauf que quand on arrive à ébullition, on laisse chauffer pendant une demi-heure à peu près à petite ébullition et à couvert. Okay. Et ensuite, une fois les 30 minutes passées, on coupe et on filtre. Pourquoi on part en décoction? Pourquoi on a besoin de faire bouillir longtemps? C'est pour extraire la silice en fait. La silice ne s'extrait qu'en chauffant, et uniquement. Mais je sais qu'on ne nous conseille pas, par exemple, quand on fait des infusions, d'aller à plus de 100 degrés pour pas perdre... Ça dépend de ce que tu veux extraire. C'est ça. Par exemple, sur la Reine des Prés, tu veux extraire l'acide salicylique, tu vas pas la faire chauffer, tu vas faire des macérations à froid. Okay. Pareil pour les racines de ronces, pour faire des hormones de bouturage. Sinon, tu la perds. À 60 degrés, il me semble que c'est 60 degrés, tu la perds. En gros, c'est macération à froid. Donc, selon le principe actif que tu veux extraire de la plante, tu vas faire plutôt décoction, macération à froid, infusion. Et puis, il y a des plantes qui sont plus rigides, plus dures, plus ligneuses, qu'il va falloir faire décoction pour extraire les principes, les tanins, etc. Ok, d'où là, c'est limite pour aller bien en profondeur, la décoction. Okay. Ça dépend des molécules que tu cherches, en fait. Tout simplement. Et ça, c'est expliqué dans le livre que vous avez conseillé d'Éric Petiot? Il en parle? Ah, ok, pour ça. Fait. Après, il y a plusieurs livres. Ensuite, donc là, tu as la tanésie. Et on va voir qu'en fait, les plantes qu'on fait en infusion, on les associe, on fait toujours des synergies pour que ça fonctionne mieux. Donc la tanésie, moi, j'aime bien l'associer avec la menthe poivrée.
Pour quelles raisons, par exemple? Qu'est-ce qu'elles apportent l'une l'autre? La Tanésie, on va être sur du fongicide, insecticide, et la menthe poivrée sur un insecticide, mais qui est répulsif. Par inhalation aussi. Parce que c'est très volatile, la menthe poivrée. Donc en fait, ça dépend ce que tu veux, contre quoi tu veux traiter, quoi. En fait, si tu as des insectes qui vont être à carapace, où ça va être plus compliqué de faire pénétrer le principe actif, donc tu vas aller sur des répulsifs des insecticides, et puis après, tu as les limaces qui n'ont pas de carapace, où ça pénètre beaucoup plus, donc la menthe poivrée suffit. Voilà. C'est ça. Et on y associe la saponaire. La saponaire donc, contient de la saponine, donc en fait, on s'en sert comme d'un savon noir. Un mouillant, un tensioactif. Voilà. Donc juste en faisant une infusion, on a quelque chose qui mousse, et du coup, c'est plus fort. Parce que le savon va empêcher l'insecte de respirer et du coup, il va finir par mourir. J'ai une petite question. Est-ce que, j'ai déjà plus ou moins la réponse, mais est-ce que ça peut être contre-productif? Est-ce que si on met trop de... Ouais, je vois, tu commences à acquiescer, Marie. C'est quand même quelque chose, il faut une sacrée maîtrise, parce qu'on peut autant apporter qu'on peut, à mon avis, détruire. Donc... Ça, ça doit être au millimètre. En fait, déjà, nous, quand on fait les formations, on axe vraiment sur la vie du sol, d'abord. Donc, vraiment, comment faire en sorte que le sol soit au top pour que la plante soit en bonne santé. Ensuite, on axe énormément sur la biodiversité. C'est vrai que moi, je suis passionnée d'insectes et j'essaye d'apporter, en fait, aux stagiaires un autre regard, en fait, et de plus voir les bons et les mauvais insectes, mais voir qu'on a juste des chaînes alimentaires et replacer l'homme dans tout ça en disant que on n'est pas juste l'exterminateur, mais que chaque geste qu'on va avoir sur le jardin peut faire en sorte de déséquilibrer tout l'écosystème. Voilà. Donc en fait... Et peut-être aussi rajouter une chose importante, je faisais ça tout à l'heure, c'est l'observation. Ouais, oui. C'est hyper important. À certains stades, la plante, si elle n'est pas complètement envahie, elle peut se débrouiller toute seule, où il y a déjà le prédateur du ravageur. Par exemple, dans des feuilles enroulées où tu as des pucerons, des fois tu as des larves de coccinelle ou de cirfe qui vont manger les pucerons. Donc en fait, quand tu vois ça, tu dis le travail il est déjà en train d'être fait, je ne vais pas intervenir. Et souvent, quand on observe bien, on se dit en fait non, je ne vais pas intervenir. C'est ça. En fait, on se rend compte que les traitements à faire, c'est vraiment peut-être les premières années. C'est-à-dire quand tu arrives sur ton terrain et que tu bouleverses tout parce que en tant qu'homme, tu veux installer ton potager. Ces années-là, il va y avoir du déséquilibre et toi, tu vas faire des petites régulations. Mais ce qui est bien avec les infusions ou les macérations, c'est qu'en fait, les régulations, elles sont jamais totales. C'est-à-dire que tu vas jamais tuer tout l'insecte, 100% de la population, mais ça va être sélectif. Et du coup, tu laisses quand même la part aux auxiliaires en fait, d'arriver et de continuer c'est ce qu'ils étaient en train de faire, quoi. Un truc qui revient souvent, on parle les pucerons par exemple, qu'est-ce que vous faites pour leur proposer d'aller voir ailleurs sans forcément les exterminer? Est-ce qu'il y a des... On les laisse sur le plan malade en fait et on l'enlève pas. Ouais. Comme ça, elles se concentrent là. Si tu as par exemple dans ton champ de fèves, tu en as 2 qui sont envahis, tu les laisses, elles restent là, c'est cool. Parce que, imaginons, tu plantes 3 variétés de tomates et t'as les 2 t'as 2 colonies de pucerons sur le même plan que tu as mis x2, tu te dis que tu n'en auras pas. C'est le plan faible, elles vont là-dessus. Il faut laisser la part à la nature en fait. C'est pour eux. Encore une fois, tu vois, là j'ai parlé en tant qu'homme qui veut intervenir et à un moment, laisse faire. Ouais, je vois Non mais en vrai, moi quand je vois des pucerons sur mes plantes, je suis super contente parce que ça veut dire que la nature fonctionne. Et en fait, en tant qu'homme, on a juste la part de regard et d'observation à avoir. Et on voit très vite qu'en fait, les choses se régulent d'elles-mêmes et que, quelque part, on n'a plus rien à faire, quoi. C'est ça qui est bien aussi. Je vois Mais c'est top. Tu veux qu'on les présente toutes? Enfin, vous voulez qu'on les présente toutes ou juste explique. Pardon, vas-y, Marie. Non, mais c'est juste là à côté, tu les vois en vrai. Si on y va, je serai moins... moins équipé. Non mais vas-y, on peut continuer, il n'y a pas de souci. Parce que là, tu as quand même un petit condensé, donc tu as la consoude qui est là, qu'on s'en sert vraiment en extrait fermenté. C'est la grande consoude, la consoude de Russie. Ouais. Et après... qui peut être très invasive. Ouais. Voilà, ça va... En vrai, chez nous, elle n'est jamais invasive. Ah ouais. Tu vois, les petites fleurs jaunes ici, là, c'est la rue. Tu en as peut-être parlé... Non, tu n'en as pas parlé, mais tu l'as en sec. De la rue, elle est en sec aussi, ouais. Insecticide, assez puissant quand même. Ouais. Ici, tu as l'ortie extrait fermenté, ça tout le monde connaît un peu. Ici, là, on va prendre une feuille. On est à la Tanésie qui n'est pas encore en fleurs, mais c'est une plante qui pousse beaucoup en montagne.
Ouais, elles sont très fortes. Elle a un côté amer comme l'absinthe. Voilà. En bas, on a vu le sureau, on a vu l'absinthe tout à l'heure. Là, il y a l'aquilée aussi. L'aquilée millefeuille, ouais. Et l'aquilée, elle potentialise les autres modes de traitement, notamment la décoction de prêle, c'est-à-dire qu'elle va le renforcer. Hop, c'est cicatrisant, l'aquilée? Ouais. C'est homéostatique. Aussi. Vous savez pourquoi aquilée? Je pense que vous connaissez l'histoire. Cicatrisant, parce qu'on dit... Achille. Ouais, Oui, quand il s'est... Il s'est fait une infusion à un mais il se serait cataplasme. soigné avec ça. D'où le... Ah, mais ça fonctionne super bien. Que ce soit pour les hommes ou pour les plantes. Enfin, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, ce que je vous dis, mais on me l'a déjà reporté quelques fois. Et mélisse aussi, je vois, vous en servez un peu de la mélisse? Oui, plutôt en tisane. Là, ouais, ça c'est pour nous. Pour vous. Après, on a de la menthe aussi là-bas, mais tout le monde connaît la menthe, on n'a pas besoin de la montrer. Et puis il y a la lavande aussi, ou le lavandin, qu'on se sert également en soin des plantes. Mais quelle menthe? Elle repousse. Il y en a tellement maintenant des menthes quand on... Est-ce que c'est quelle menthe? La menthe poivrée. La menthe poivrée, c'est celle qui agit le mieux, le plus efficacement. Mais en vrai, la menthe verte a aussi une action. Bah là, il y a de la sarriette, il y a du thym, ça c'est des plantes qu'on utilise beaucoup. La sarriette, elle est régulatrice, elle vient vraiment rétablir l'équilibre dans la plante. Et chez l'humain, on s'en sert vachement l'hiver aussi quand on est malade. Marie-Claire, c'est un beau tour, mais je vous en ai parlé quand je suis arrivé, et puis depuis que je suis là, je vous disais, on arrive ici, c'est sûr que c'est verdoyant, c'est magnifique, mais par contre les terrasses, c'est extrêmement physique, et pour un asthmatique comme moi, c'est dur. Est-ce que sur le retour d'expérience, tu le referais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, c'est sûr, c'est quand on est arrivé ici, on a eu un gros coup de cœur sur l'aspect plongeant, cette vue on est vraiment dans un écrin de verdure. On est assez protégé de toute cette urbanisation qu'il y a sur la Côte d'Azur, donc ça nous a énormément plu. Et c'est compliqué physiquement, on doit tout porter à dos. Il n'y a pas d'accès route. Il y a 50 mètres de dénivelé, ça veut dire que si on fait, 5 allers-retours, ça fait déjà 250 mètres de dénivelé. Donc c'est physique, c'est pas évident, mais par contre, il y a un certain plaisir esthétique et je sais pas combien de temps on va rester ici, mais en tout cas, aujourd'hui, ça le fait. Et puis tu arrives à produire, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir peur quand on voit tout ça. Une petite question, parce que je crois que je ne vous l'ai pas posée. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu vos alors quand je dis parcours respectif, c'est vos parents, ils vous ont initié à tout ça? Est-ce que chacune, Claire, on va commencer par toi. Est-ce que tu es plutôt citadine de base ou tu as été élevée Alors, en vrai, je suis plutôt citadine parce que je suis née à Toulon. Mais par contre, j'ai eu la chance en fait, de toujours avoir un jardin et moi, j'ai des souvenirs de moi que dans la nature en fait. Donc depuis toute petite, je sème, je bouture, je n'ai connu que ça. Mes parents faisaient le compost et en fait le point de départ il vient de là quoi. En fait c'est grâce à eux que j'en suis arrivée là. Parce que quand on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, j'ai dit moi je veux être jardinier quoi. Ah bien. Ouais. Déjà. À 15 ans j'étais sûre de mon parcours en fait. Et j'ai pas eu de doute d'aller dans un lycée horticole, c'était la suite en fait. C'est vachement rare à cet âge-là déjà de savoir, enfin de plus en plus maintenant, tu demandes aux jeunes. Mais je pense que quand on nous inculque des valeurs en fait qui sont fortes comme ça, c'est dans nos gènes quoi. Ouais, ça suit. Et tout à fait. T'as été dans le même moule ou pas du tout? Moi j'ai grandi en Guadeloupe les premières années de ma vie, donc j'étais toute nue sur la plage, petite fille, c'était la nature mais verdoyante, on a grandi un peu vraiment en liberté. Hein. Et j'ai ces souvenirs de nature, de liberté, de sensation comme je vous ai dit, liberté. Et après, j'ai toujours grandi dans des jardins. J'ai passé toutes mes après-midi petites, soit à randonner, soit dans les jardins. Et là, je suis un peu comme Claire, c'est mes parents, ma mère en particulier, qui m'a transmis ce goût du jardinage. Mes premiers souvenirs, c'était du désherbage, et puis c'est venu très tard en vrai. C'est venu dans mes 27 ans où j'ai eu une remise en question assez profonde du sens de ma vie et j'avais besoin de cette reconnexion. Est-ce que chacune vous voulez laisser un mot, quelque chose? Est-ce qu'entre la vision que vous aviez jeune, ado,
Est-ce que vous vivez maintenant, ça correspond? Vous avez réussi à vous orienter ou est-ce qu'il y a des regrets ou même des choses que vous avez découvertes? Oui, des belles choses. Pour moi, mon parcours, j'ai l'impression qu'il est tout le temps en construction. J'ai découvert la permaculture, j'avais 26 ans, 27 ans. Je me suis formée à l'agroécologie, après à la phytothérapie agricole. Et là, moi, personnellement, je m'oriente vers l'herboristerie. Et dans un rêve à moyen terme, produire mes plantes médicinales, ça serait génial en montagne. Et en fait, je pense que la vie, elle est comme ça. On est tout le temps en apprentissage, on est tout le temps en formation. Et il y a des hauts, des bas. On a créé notre entreprise toutes les deux. C'est vraiment pas toujours rose, c'est difficile. Et en fait, il faut avoir la foi, faut y croire. Croire en ce qu'on fait, et quand ça a du sens, on a beaucoup plus d'énergie. Ça, c'est sûr. Et en fait, c'est s'accrocher à ses rêves et pas lâcher, même s'il y a des phases où on doit reprendre un travail temporaire parce qu'il faut remplir les caisses et il faut le faire. Mais il ne faut pas lâcher son cap, en fait. Claire, dans ta vision entre... moi, pour ma part, j'ai toujours su que je voulais être dans la nature. Mais malgré le fait en fait, que j'ai cheminé presque naturellement, la naissance de ma fille il y a 7 ans, ça a vraiment été un déclencheur qui m'a dit... Ok, je travaille dans la nature, mais maintenant j'ai vraiment envie en fait de former les autres et de leur montrer qu'en fait c'est pas si compliqué que ça, qu'il y a vraiment un regard bienveillant à avoir envers la nature et que quelle que soit la personne, quel que soit son âge, en fait il faut vraiment y aller quoi. C'est maintenant, il faut pas louper le moment et il faut essayer. Il faut essayer de semer sa première graine, essayer de faire pousser quelque chose et faire un potager en fait c'est tellement de retours gratifiants que voilà, il ne faut pas louper ce moment-là. C'est un beau retour. On fait un petit instant en promotion, parce que je sais que vous faites des stages. Vous pouvez un petit peu, comment on peut vous retrouver? Je mettrai évidemment en description, mais est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce que vous faites les dimanches? 2 dimanches par mois, je crois. Ouais, les dimanches et samedis, en fait, on a créé une association qui s'appelle les Ateliers agroécologiques. Donc, on est basé à La Gaude, dans les Alpes-Maritimes, et on rayonne sur le département. Et on propose un cycle de formation vraiment au fil des saisons, sur 1 an, pour apprendre à créer son jardin nourricier de A à Z. C'est ça. Mais on suit en fait vraiment les participants, c'est que c'est pas juste des formations et ça devient comme une famille. On crée un groupe WhatsApp et on reste en lien même avec ceux des années précédentes et on les revoit et c'est un accompagnement mais qui est vraiment personnalisé. Vous les voyez grandir dans leur évolution. Ouais, ils nous envoient des photos et tout, c'est hyper gratifiant, ils sont heureux quoi. Et puis quand ils sont heureux de nous, et puis c'est ceux d'il y a 2 ans, ils nous envoient des photos de leur potager en disant merci. Et les photos sont magnifiques. Et puis quand on a besoin d'un coup de main au jardin, ils viennent. Ah excellent, ouais, vous faites des petits chantiers participatifs et tout. Donc c'est top. On garde un bon lien et puis c'est vrai qu'on se rend aussi disponible pour eux quoi. Ouais. Mesdames, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que, je sais pas, vous vouliez faire une autre promo, profiter quand même? On touche du monde, est-ce que... Non? Dire quelque chose? Ou est-ce qu'on clôt cette belle visite ensemble? Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Pas mal. On réoriente, si les personnes veulent creuser, c'est Éric Petiot, votre maître à penser sur tout ce qui est décoction, infusion et tout. Je mettrai aussi un lien, si ça ne vous gêne pas, vers, je sais pas, s'il fait des stages ou des choses comme tout ça. à fait. Mesdames, merci beaucoup. Merci à toi.